Bonjour. Bonjour l'ancêtre, nous voici à nouveau réunis pour cette émission. Votre émission sur les fossiles, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Vous le voyez, aujourd'hui, je suis un petit peu retombé en enfance, mais notre voyage va nous amener beaucoup plus loin dans le temps. Ce voyage dans le temps, il va nous amener à une époque où tous les animaux qui m'entourent n'existaient pas encore. Nous partons il y a 240 millions d'années. 240 millions d'années, c'est une notion de temps qui n'est pas facile à appréhender. Et pour cela, je vous propose d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier et que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Entre ces deux dates, il y a 4,6 milliards d'années. Chaque jour représente 12 millions d'années. Que s'est-il passé à cette échelle? Eh bien, la vie est apparue le 28 mars, sous forme de petites bactéries. Vous savez, ces organismes microscopiques que l'on va éliminer à l'eau de Javel. Les premiers vertébrés, des poissons très primitifs, apparaissent le 24 novembre. Du 12 au 25 décembre, ce sont les dinosaures qui dominent notre planète. À cette échelle, Louis XVI a été guillotiné il y a seulement 1 seconde et demie. Nous partons le 11 décembre, c'est-à-dire il y a 240 millions d'années, direction les Vosges du Nord. Je suis ici dans les Vosges du Nord, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Strasbourg. Derrière moi, vous le voyez, le paysage est extrêmement vallonné, à tel point qu'on appelle cette région l'Alsace bossue. Si vous vous promenez d'ailleurs au détour des forêts, au détour d'un chemin, vous pourrez trouver des blocs de rochers assez extraordinaires. Comme tous les paysages, ce paysage a une histoire. Je vous invite à la découvrir. Ici, le moindre caillou est en grès, reste d'une époque où l'Alsace n'était qu'une vaste plaine recouverte par l'eau. Au Jurassique, les compressions de l'écorce terrestre ont provoqué un dôme qui s'est ensuite effondré et les côtés se sont relevés, donnant les Vosges et la forêt noire. Aujourd'hui, les grès affleurent dans ces montagnes. Pourquoi les grès? Parce qu'il y en a plusieurs. Je suis ici à Petersbach, dans une petite carrière artisanale qui exploite un niveau que l'on appelle le grès à Volsia. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur du grès, on trouve des Volsia, qui sont en fait des végétaux fossiles, qui datent d'environ 240 millions d'années. Sous le grès à Volsia, il y a un niveau que l'on appelle le grès à meule. Le grès à meule, eh bien, tout simplement, il porte son nom parce que, avec ces meules, on pouvait aiguiser les couteaux, par exemple. Bonjour madame. Bonjour. Alors ici vous exploitez donc du grès. Tout à fait. Et je vois qu'il y a plusieurs couleurs. Tout ça vous le trouvez ici dans la carrière? Effectivement, dans une même carrière, nous trouvons du grès blanc, du grès jaune, jaunâtre, du grès rouge, du grès bigarré, qui a les deux tons rouge et blanc. Les matériaux que vous avez derrière vous là, c'est quoi? Alors ceci, ce sont des pierres d'About. Les pierres d'About veut dire la première pierre du couronnement pour des ponts qui sont destinés à une nouvelle route qui s'appelle la voie rapide du Piémont des Vosges. Et l'architecte a eu l'idée, la géniale idée, de remettre du grès sur ces ponts. Alors ces pierres sont en grès. En grès, oui, en grès des Vosges. En grès des Vosges, au fait, qu'est-ce que c'est le grès? Le grès qui s'effrite donne du sable. C'est qu'à l'origine, le grès était un sable. Ce sable s'est formé il y a très longtemps, il y a 240 millions d'années, par suite de l'érosion d'une très grande chaîne de montagnes qui recouvrait une grande partie du globe. Les produits de la destruction de ces reliefs ont été transportés sous forme de sable, de galets, dans des cours d'eau qui recouvraient une grande partie de l'actuelle plaine d'Alsace. Cru après cru, ces bancs s'accumulaient les uns sur les autres. Ce qui signifie que ces bancs de sable, qui maintenant sont des bancs de grès, représentent chacun un instantané dans l'histoire de la Terre. En quelques heures, en quelques jours, un banc de grès s'est formé. Mais entre deux bancs de grès successifs, il a pu se passer des siècles, voire des millénaires.
c'est que le temps géologique que nous mesurons en millions d'années se trouve entre les bancs et non pas dans les bancs. Au cours du temps, à peu près 500 mètres de grès se sont accumulés à l'emplacement actuel de l'Alsace, dans une grande plaine alluviale. Seuls les derniers 20 mètres constituent le grès à Volsia. C'est quand même assez extraordinaire de penser qu'ici, il y a 240 millions d'années, on était dans un climat particulièrement propice à l'épanouissement de la vie. Mais cet épanouissement de la vie, on le voit très bien sur le bloc là, que vous avez débité ici. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, Monsieur Martin, ce que l'on peut observer sur ce bloc-là? Tout à fait, tout à fait. On retrouve exactement en modèle réduit ce qu'on a vu tout à l'heure en traversant la carrière, qui ressemble d'ailleurs à toutes les carrières des Vosges du Nord de la région ici. Nous avons tout d'abord le fond d'une cuvette, qu'on voit très bien ici par la trace inférieure de ce bloc, coupé à contrepasse. On voit le dôme sur le dessus, c'était du sable à l'époque, et on y voit d'ailleurs les traces de ces gousses d'argile qui proviennent de l'eau qui a apporté ce sable à cet endroit. Bien entendu, on fouille tout en dessous les traces de bois ou de fougères qu'ici on reconnaît dans le sens, coupées dans le sens vertical. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous trouvez des fossiles? Alors ça, c'est une bonne question. Quand on a des fossiles, soit ils sont intéressants tout de suite et on les met de côté pour que les géologues de passage puissent travailler dessus, ou alors on les fait disparaître le plus vite possible parce que la plupart du temps, la pierre n'est pas bonne pour être utilisée à cet endroit. Et deuxièmement, elle nous embête, donc il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, mais il y a toujours un paléontologue ou un géologue qui récupère ces cailloux. Ces cailloux qui contiennent les fossiles, que deviennent-ils après? Nous sommes ici dans la ferme d'un village alsacien que nous avons acheté pour exposer la collection que mon père a réunie pendant plus de 50 ans. Tous les bâtiments, de la cave jusqu'au grenier, sont pleins d'échantillons, soit exposés, soit encore à cliver. Mon père a été passionné très jeune par la géologie et la paléontologie. Il a fait des études de paléontologie, de géologie à l'université à Strasbourg. Malheureusement, il n'a pas pu continuer dans cette voie et il a pris la succession de son père à la tête d'une entreprise de forge estampage. Mais il a continué à exercer sa passion le samedi, le week-end et pendant les vacances. Et très jeune, ma sœur et moi, nous l'accompagnions dans les carrières et travaillions avec lui. Dans les années 60, j'ai eu le plaisir, le bonheur de rencontrer M. Graufvogel et de partager sa passion pour la paléontologie. Et jusqu'à sa mort, nous avons travaillé ensemble, complétant les collections, étudiant les collections et les publiant. Et plus tard, Léa nous a rejoints, de sorte que maintenant, nous deux, avec nos élèves, nous continuons à publier, à étudier cette collection et à poursuivre l'œuvre commencée par M. Graufvogel vers les années 1935. Nous entrons ici dans la salle de paléobotanique qui est consacrée à la flore qui vivait il y a 240 millions dans l'est de la France. Dans cette première vitrine, vous voyez le conifère le plus typique de la formation qui a donné le nom au grès à Volsia, c'est Volsia. Et ici un arbre entier constitué des différents morceaux qui ont été débités par les carriers. Aetophyllum, un autre conifère caractéristique du grès à Volsia, mais qui pendant très longtemps n'a pas été reconnu comme tel. C'est un conifère qui n'atteignait que 1,50 m de haut. Il vivait au bord des chenaux. Albertia, un troisième conifère du grès à Volsia. Il ressemble à des conifères qui vivent actuellement dans l'hémisphère sud, les Araucaria. Euxites, un quatrième conifère du grès à Volsia, qui ressemblait à un très grand yucca, dont les feuilles pouvaient atteindre 1,20 m de long et 20 cm de large. Ces gros blocs renferment les restes d'un tronc, probablement de Volsia, et sur cet échantillon en particulier, on voit l'insertion des aiguilles sur le tronc.
Ici, un autre échantillon qui vous montre Aetophyllum, un conifère dont je vous ai parlé précédemment, et qui vous montre également une méthode que mon père avait mise au point pour permettre de cliver les échantillons plus facilement. Il les ramenait de la carrière et les enterrait dans du sable, leur laissait passer un hiver, et au printemps suivant, il pouvait les ouvrir et les échantillons s'ouvraient à l'endroit où il y avait des fossiles. La qualité de cette collection, c'est qu'elle est unique. C'est le seul gisement au monde qui montre des plantes du Trias inférieur. Les fossiles rassemblés ici concernent la faune, la vie animale à l'époque du Grès-Voltien. Ces animaux proviennent d'habitats, de milieux de vie très divers. Par exemple, près des berges des cours d'eau vivaient de gros animaux qu'on appelle des stégocéphales. Ce sont des animaux qui avaient l'apparence de grosses salamandres d'environ 1 mètre de longueur. Voici un crâne d'un tel stégocéphale, les yeux, les narines. Plus à l'aval se trouvaient de grandes étendues d'eau avec une vie infiniment plus diversifiée. Par exemple, des méduses, des vers, des mollusques, des crustacés et une foule de poissons. Tout à fait étonnant, ce sont les méduses. Pourquoi? Une méduse, c'est environ 95% d'eau. Pour qu'une méduse se fossilise, il faut des conditions tout à fait exceptionnelles. Pour celle-ci fut réalisée à l'époque du Grès-Voltien. Enfin, tout autour de ces flaques d'eau, poussait la végétation tout à l'heure décrite. Elle était animée par une foule d'animaux de petite taille, des scorpions, des araignées, des mille-pattes et une foule d'insectes. Pour les insectes, nous avons tout le cycle biologique, à savoir les pontes, les larves aquatiques, les adultes, souvent sous forme d'ailes. Je pense que les documents les plus extraordinaires, ce sont les pontes. Les pontes d'insectes où chaque petit œuf a 1/4 de millimètre de diamètre. Et au sein de l'œuf, parfois, on devine des traces de l'embryon. Finalement, un troisième type de fossiles concerne des coquilles marines, ce qui implique que la mer était proche à l'époque du Grès-Voltien. Voici un document tout à fait étonnant. Il s'agit d'une piste laissée probablement par une grande limule, comme celle-ci, qui a laissé l'empreinte de sa patte droite, de sa patte gauche. Ces empreintes ici sont en relief, tout simplement parce qu'à l'origine, elles étaient faites dans une vase molle, donc en creux. Plus tard, simplement, le sable a rempli ces dépressions, et ce sable devenu grès a donné une réplique en positif de cette piste. C'est pour ça que ces empreintes sont en relief. Ces empreintes, nous les suivons, la patte droite, la patte gauche, ceci sur près de 5 mètres de longueur. À cet endroit-ci, nous constatons que les empreintes sont un petit peu décalées, c'est que l'animal a eu à lutter contre un courant. La piste tourne ici, elle est toujours présente avec sa patte droite, sa patte gauche. Nous la suivons, et là, à un certain moment, nous constatons que cette piste est rejointe par une autre qui est là. Alors on peut s'imaginer, on peut rêver. Peut-être est-ce la femelle, peut-être est-ce le mâle qui se rejoignent.
En d'autres termes, ce serait une histoire d'amour à l'époque du Trias. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On est en train de descendre des dalles. C'est-à-dire on a enlevé des dalles de 2 cm avec un plateau en dessous. Oui. Elles vont devenir plus dures un petit peu après quand elles seront bien sèches ou non? Non, elles ont 2 cm d'épaisseur. Vous voyez, juste 2 cm. Et sur cette longueur, ça fait un peu juste. Oui, c'est un peu juste. En fait, ces dalles, vous le voyez, ce sont des morceaux de la Terre, ce sont en fait des livres d'histoire, des morceaux de livres d'histoire de livres des archives de la Terre. Ceux qui étudient les archives de la Terre, ce sont les paléoécologistes. Au fait, qu'est-ce que c'est la paléoécologie? Paléoécologie, c'est l'écologie du passé. C'est-à-dire la science qui se donne comme objectif de reconstituer les paysages disparus et leur peuplement, leur faune et leur flore. Dans le cas du grès Volsia, formé il y a 240 millions d'années, l'emplacement actuel des Vosges et de l'Alsace ressemblait à une énorme plaine alluviale parcourue de chenaux, située en proximité de la mer. Un paysage qui ressemble à l'actuel delta du Mississippi. L'histoire de la Terre n'est pas celle d'un long fleuve tranquille. Elle est entrecoupée de crises, ce que nous appelons, nous les paléontologues, des crises biologiques. Or justement, peu avant la formation du grès Volsia, l'histoire de la vie a traversé l'une des plus grandes crises de son histoire, où près de 90% des espèces disparaissent. Après la crise, c'est le repeuplement, c'est la renaissance. Or, actuellement, nous vivons également une très grande crise de l'histoire de la vie qui voit beaucoup d'espèces disparaître. Chaque jour, près de 100 espèces disparaissent. Il est important pour nous de savoir à quelle vitesse s'opère la renaissance qui nous attend. Comme on le voit donc, la connaissance de la paléoécologie, ça permet de mieux comprendre quels sont les changements évolutifs qui affectent aujourd'hui même notre planète. Ici à Rothbach, la carrière que vous avez derrière moi, elle exploite le grès et en fait, c'est une partie des archives de la Terre que l'on peut lire ici à ciel ouvert. Alors ici à Rothbach, on découpe avec des machines à pression d'eau. Le grès, une fois qu'il est dévité, on va l'utiliser dans la construction ou pour le pavement. Mais comme on a vu au cours du sujet, le grès, en fait, c'est du sable qui s'est consolidé. Au bout d'un certain temps, ce grès va s'éroder et se retransformer en sable. Au fait, combien de temps ça dure un bloc de grès? Alors le grès, une fois sculpté en dentelle comme ici, il dure à peu près une cinquantaine d'années. Mais avec la pollution actuelle, le processus s'est même accéléré. Cette statue était neuve en 1842. Elle était dans cet état d'érosion en 1920, remplacée par une copie. Cette copie était dans cet état en 1985 et a été remplacée depuis.
Alors c'est dans cet atelier qu'on refait toutes les pièces sculptées de la cathédrale. Alors pour le tailleur de pierre, il a toujours besoin d'un gabarit pour suivre fidèlement les différents motifs. Alors voilà un des gabarits et le motif tracé, il est ici. Alors pour façonner le grès, il faut un maillet, il faut des ciseaux, la massette. Voilà, alors petit à petit, il façonne les différents éléments de moulure. Il faut à peu près dans les 500 heures. Ici, je fais du travail de sculpture, donc je refais un pinacle du 18e. Il y a 24 pinacles à faire qui, en apparence, sont identiques. Vous avez peut-être la même géométrie ici, mais les petites sculptures que vous voyez là, qui vont être mises ici, sont toutes différentes. Alors là, vous êtes sur la façade principale, qui est du XIIIe siècle, qui a 66 mètres de haut, qui a été restaurée plusieurs fois. Alors, entre autres, l'atelier de l'œuvre Notre-Dame a restauré ce contrefort-ci. Et malgré toutes ces restaurations, il reste quelques pièces d'origine qui sont toujours là, qui sont en très bon état. Et on cherche vraiment le pourquoi. C'est peut-être la composition du grès qui est très très bonne. Bien, avant de nous quitter, je vous propose de découvrir quelques ouvrages. Tout d'abord un CD. Un CD, L'Océan des Origines, aux éditions Microfolie. CD dans lequel vous retrouverez la faune du Trias. Et puis, plus particulièrement sur l'Alsace et sur les Vosges, quelques ouvrages. Tout d'abord, l'ouvrage publié par Jean-Claude Gall dans la revue Saison d'Alsace, Les Vosges et l'Alsace à travers les âges géologiques, 1 milliard d'années d'histoire. Dans la bibliothèque Pour la Science, diffusion Belin, je vous propose cet ouvrage, Les animaux disparus, dans lequel vous retrouverez un article sur les grès à Volsia. Enfin, nous avons vu Jean-Claude Gall nous expliquer ce qu'était la paléoécologie. Si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande l'ouvrage qu'il a publié aux éditions Masson, Paléoécologie, paysages et environnement disparus. Enfin, si vous venez dans la région, vous aurez l'occasion de découvrir des bancs comme celui-ci, des bancs en grès vosgien, en grès rose. Ce sont des bancs de charge. Vous voyez, on pose la charge au-dessus et les gens s'assoient dessous. Si vous voulez découvrir la géologie de cette région, je vous propose aux éditions Masson, Vosges-Alsace dans les guides géologiques régionaux. Au revoir. Et se retransformer en sable. Au fait, combien de temps ça dure un bloc de grès? Alors le grès, une fois sculpté en dentelle comme ici, il dure à peu près une cinquantaine d'années. Mais avec la pollution actuelle, le processus est même accéléré.
Cette statue était neuve en 1842. Elle était dans cet état d'érosion en 1920, remplacée par une copie. Cette copie était dans cet état en 1985 et a été remplacée depuis. Alors c'est dans cet atelier qu'on refait toutes les pièces sculptées de la cathédrale. Alors pour le tailleur de pierre, il a toujours besoin d'un gabarit pour suivre fidèlement les différents motifs. Alors voilà un des gabarits et le motif tracé, il est ici. Alors pour façonner le grès, il faut un maillet, il faut des ciseaux, la massette. Voilà, alors petit à petit, il façonne les différents éléments de moulure. Il faut à peu près dans les 500 heures. Ici, je fais du travail de sculpture, donc je refais un pinacle du 18e. Il y a 24 pinacles à faire qui, en apparence, sont identiques. Vous avez peut-être la même géométrie ici, mais les petites sculptures que vous voyez là, qui vont être mises ici, sont toutes différentes. Alors là, vous êtes sur la façade principale, qui est du XIIIe siècle, qui a 66 mètres de haut, qui a été restaurée plusieurs fois. Alors, entre autres, l'atelier de l'œuvre Notre-Dame a restauré ce contrefort-ci. Et malgré toutes ces restaurations, il reste quelques pièces d'origine. Le grès à Volsia. C'est quand même assez extraordinaire de penser qu'ici, il y a 240 millions d'années, on était dans un climat particulièrement propice à l'épanouissement de la vie. Mais cet épanouissement de la vie, on le voit très bien sur le bloc là, que vous avez débité ici. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, monsieur Martin, ce que l'on peut observer sur ce bloc-là? Tout à fait, tout à fait. On retrouve exactement en modèle réduit ce qu'on a vu tout à l'heure en traversant la carrière, qui ressemble d'ailleurs à toutes les carrières des Vosges du Nord de la région ici. Nous avons tout d'abord le fond d'une cuvette, qu'on voit très bien ici par la trace inférieure de ce bloc, coupé à contrepasse. On voit le dôme sur le dessus, c'était du sable à l'époque, et on y voit d'ailleurs les traces de ces gousses d'argile qui proviennent de l'eau qui a apporté ce sable à cet endroit. Bien entendu, on fouille tout en dessous les traces de bois ou de fougères qu'ici on reconnaît dans le sens, coupées dans le sens vertical. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous trouvez des fossiles? Alors ça, c'est une bonne question. Quand on a des fossiles, soit ils sont intéressants tout de suite et on les met de côté pour que les géologues de passage puissent travailler dessus, ou alors on les fait disparaître le plus vite possible parce que la plupart du temps, la pierre n'est pas bonne pour être utilisée à cet endroit. Et deuxièmement, elle nous embête, donc il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, mais il y a toujours un paléontologue ou un géologue qui récupère ces cailloux. Ces cailloux qui contiennent les fossiles, que deviennent-ils après? Nous sommes ici dans la ferme d'un village alsacien que nous avons acheté pour exposer la collection que mon père a réunie pendant plus de 50 ans. Tous les bâtiments, de la cave jusqu'au grenier, sont pleins d'échantillons, soit exposés, soit encore à cliver. Mon père a été passionné très jeune par la géologie et la paléontologie. Il a fait des études de paléontologie, de géologie à l'université à Strasbourg. Malheureusement, il n'a pas pu continuer dans cette voie et il a pris la succession de son père à la tête d'une entreprise de forge estampage.
Mais il a continué à exercer sa passion le samedi, le week-end et pendant les vacances. Et très jeune, ma sœur et moi, nous l'accompagnons dans les carrières et travaillions avec lui. Dans les années 60, j'ai eu le plaisir, le bonheur de rencontrer M. Graufvogel et de partager sa passion pour la paléontologie. Et jusqu'à sa mort, nous avons travaillé ensemble, complétant les collections, étudiant les collections et les publiant. Et plus... Comme on le voit donc, la connaissance de la paléoécologie, ça permet de mieux comprendre quels sont les changements évolutifs qui affectent aujourd'hui même notre planète. Ici à Rothbach, la carrière que vous avez derrière moi, elle exploite le grès et en fait, c'est une partie des archives de la Terre que l'on peut lire ici à ciel ouvert. Alors ici à Rothbach, on découpe avec des machines à pression d'eau. Le grès, une fois qu'il est dévité, on va l'utiliser dans la construction ou pour le pavement. Mais comme on a vu au cours du sujet, le grès, en fait, c'est du sable qui s'est consolidé. Au bout d'un certain temps, ce grès va s'éroder et se retransformer en sable. Au fait, combien de temps ça dure un bloc de grès? Alors le grès, une fois sculpté en dentelle comme ici, il dure à peu près une cinquantaine d'années. Mais avec la pollution actuelle, le processus s'est même accéléré. Cette statue était neuve en 1842. Elle était dans cet état d'érosion en 1920, remplacée par une copie. Cette copie était dans cet état en 1985 et a été remplacée depuis. Alors c'est dans cet atelier qu'on refait toutes les pièces sculptées de la cathédrale. Alors pour le tailleur de pierre, il a toujours besoin d'un gabarit pour suivre fidèlement les différents motifs. Alors voilà un des gabarits et le motif tracé, il est ici. Alors pour façonner le grès, il faut un maillet, il faut des ciseaux, la massette. Voilà, alors petit à petit, il façonne les différents éléments de moulure. Il faut à peu près dans les 500 heures. Ici, nous avons tout d'abord le fond d'une cuvette, qu'on voit très bien ici par la trace inférieure de ce bloc, coupé à contrepasse. On voit le dôme sur le dessus, c'était du sable à l'époque. Et on y voit d'ailleurs les traces de ces gousses d'argile qui proviennent de l'eau qui a apporté ce sable à cet endroit. Bien entendu, on fouille tout en dessous les traces de bois ou de fougères qu'ici on reconnaît dans le sens, coupées dans le sens vertical. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous trouvez des fossiles? Alors ça, c'est une bonne question. Quand on a des fossiles, soit ils sont intéressants tout de suite et on les met de côté pour que les géologues de passage puissent travailler dessus, ou alors on les fait disparaître le plus vite possible parce que la plupart du temps la pierre n'est pas bonne pour être utilisée à cet endroit et deuxièmement elle nous embête donc il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, mais il y a toujours un paléontologue ou un géologue qui récupère ces cailloux. Ces cailloux qui contiennent les fossiles, que deviennent-ils après? Nous sommes ici dans la ferme d'un village alsacien que nous avons acheté pour exposer
La collection que mon père a réunie pendant plus de 50 ans, tous les bâtiments, de la cave jusqu'au grenier, sont pleins d'échantillons, soit exposés, soit encore à cliver. Mon père a été passionné très jeune par la géologie et la paléontologie. Il a fait des études de paléontologie, de géologie à l'université à Strasbourg. Malheureusement, il n'a pas pu continuer dans cette voie et il a pris la succession de son père à la tête d'une entreprise de forge estampage. Mais il a continué à exercer sa passion le samedi, le week-end et pendant les vacances. Et très jeune, ma sœur et moi, nous l'accompagnions dans les carrières et travaillions avec lui. Dans les années 60, j'ai eu le plaisir, le bonheur de rencontrer M. Graufvogel et de partager sa passion pour la paléontologie. Et jusqu'à sa mort, nous avons travaillé ensemble, complétant les collections, étudiant les collections et les publiant. Et plus tard, Léa nous a rejoints, de sorte que maintenant, nous deux, avec nos élèves, nous continuons à publier, à étudier cette collection et à poursuivre l'œuvre commencée par M. Graufvogel vers les années 1935. Nous entrons ici dans la salle de paléobotanique qui est consacrée à la flore qui vivait il y a 240 millions dans l'est de la France. Dans cette première vitrine, vous voyez le conifère le plus typique de la formation qui a donné le nom au grès à Volsia, c'est Volsia. Et ici, un arbre antique. La copie était dans cet état en 1985 et a été remplacée depuis. Alors c'est dans cet atelier qu'on refait toutes les pièces sculptées de la cathédrale. Alors pour le tailleur de pierre, il a toujours besoin d'un gabarit pour suivre fidèlement les différents motifs. Alors voilà un des gabarits et le motif tracé, il est ici. Alors pour façonner le grès, il faut un maillet, il faut des ciseaux, la massette. Voilà, alors petit à petit, il façonne les différents éléments de moulure. Il faut à peu près dans les 500 heures. Ici, je fais du travail de sculpture, donc je refais un pinacle du 18e. Il y a 24 pinacles à faire qui, en apparence, sont identiques. Vous avez peut-être la même géométrie ici, mais les petites sculptures que vous voyez là, qui vont être mises ici, sont toutes différentes. Alors là, vous êtes sur la façade principale, qui est du XIIIe siècle, qui a 66 mètres de haut, qui a été restaurée plusieurs fois. Alors, entre autres, l'atelier de l'œuvre Notre-Dame a restauré ce contrefort-ci. Et malgré toutes ces restaurations, il reste quelques pièces d'origine qui sont toujours là, qui sont en très bon état. Et on cherche vraiment le pourquoi. C'est peut-être la composition du grès qui est très très bonne. C'est qu'elle est unique, c'est le seul gisement au monde qui montre des plantes du Trias inférieur.
Les fossiles rassemblés ici concernent la faune, la vie animale à l'époque du Grès-Voltia. Ces animaux proviennent d'habitats, de milieux de vie très divers. Par exemple, près des berges des cours d'eau vivaient de gros animaux qu'on appelle des stégocéphales. Ce sont des animaux qui avaient l'apparence de grosses salamandres d'environ 1 mètre de longueur. Voici un crâne d'un tel stégocéphale, les yeux, les narines. Plus à l'aval se trouvaient de grandes étendues d'eau avec une vie infiniment plus diversifiée. Par exemple, des méduses, des vers, des mollusques, des crustacés et une foule de poissons. Tout à fait étonnant, ce sont les méduses. Pourquoi? Une méduse, c'est environ 95% d'eau. Pour qu'une méduse se fossilise, il faut des conditions tout à fait exceptionnelles. Pour celle-ci fut réalisée à l'époque du Grès-Voltia. Enfin, tout autour de ces flaques d'eau poussait la végétation tout à l'heure décrite. Elle était animée par une foule d'animaux de petite taille, des scorpions, des araignées, des mille-pattes et une foule d'insectes. Pour les insectes, nous avons tout le cycle biologique, à savoir les pontes, les larves aquatiques, les adultes, souvent sous forme d'ailes. Je pense que les documents les plus extraordinaires, ce sont les pontes d'insectes où chaque petit œuf a 1/4 de millimètre de diamètre, et au sein de l'œuf, parfois, on devine des traces de l'embryon. Finalement, un troisième type de fossiles concerne des coquilles marines, ce qui implique que la mer était proche à l'époque du Grès-Voltia.